Hey, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de juin. Je me suis rendu compte qu'on était déjà mi-juillet et que je ne l'avais toujours pas fait. Donc on va faire ça aujourd'hui. Ce qui fait que il y aura pas de lecture en juillet. On va faire juin, mi-juillet et on fera mi-juillet, août, fin août. Voilà, comme ça avec les congés, ça s'arrange un petit peu mieux de ce côté-là. Donc on est parti. Un petit peu de tout. Comme d'habitude, je mets en les livres numériques soit là, je sais plus, en fonction de la place. Et les livres papier, je les ai là à côté de moi pour pouvoir te les présenter. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre audio. Ça fait très longtemps que j'avais pas repris un livre audio. Et c'est vrai que là, je pense que pour les vacances, je vais essayer de retourner un petit peu sur ce système-ci. Ça peut être assez sympa. Donc j'ai lu Le Petit Prince de Saint-Antoine de Saint-Exupéry que j'ai écouté. Alors j'ai trouvé un livre audio sur YouTube à ce moment-là. Voilà, ça a duré, je sais plus, 2 ou 3 heures. En gros 2 heures, je pense. Parce que j'avais jamais lu Le Petit Prince. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut quand même savoir à peu près les grandes lignes. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je pense que le livre audio a fait beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de petites ambiances musicales qui ont apporté beaucoup au récit. Le narrateur aussi a très bien fait la narration. C'était très bien lu. Je vais pas raconter l'histoire, mais bah, moi je la connaissais pas et j'ai été très contente de la découvrir comme ça. Deuxième livre, je regarde en bas parce que j'ai pas mon PC, je regarde sur le téléphone. Deuxième livre, donc il s'agit du dernier conte d'Alexiane Thiel, le tome 2 que moi j'ai en poche. J'avais lu le tome 1, je sais plus quand, mais il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. Et bah, j'enchaîne avec le tome 2. J'aime toujours autant cette saga. Ce deuxième tome est beaucoup plus sombre quand même que le premier. On a une ambiance, on a un gros moment dans les marécages, un peu la forêt comme ça, où c'est une ambiance un peu plus glauque, un peu plus à la Tim Burton un peu. Mais les personnages sont toujours aussi drôles, les punchlines sont toujours aussi drôles. On passe vraiment un très bon moment. On en apprend aussi beaucoup plus sur l'histoire d'Ariane avec des moments sur son passé et du coup pourquoi elle réagit de cette manière-ci aujourd'hui. Donc ça c'était très intéressant aussi. On, on sent que l'histoire commence à évoluer dans le sens où le premier tome était quand même assez introductif de l'univers, de la manière dont ça se passe. Et on présente l'ambiance avec le premier tome, on était sur le conte de Blanche-Neige. Ici, on a plutôt deux contes qui s'entremêlent un peu. On a La Belle et la Bête et Cendrillon. Donc, on approfondit un peu moins ces contes-là, même s'ils sont présentés toujours de manière aussi sympathique, mais beaucoup moins en profondeur que le Blanche-Neige dans le premier tome. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite, savoir où on nous emmène. Parce que moi j'y vais avec eux, les rebondissements sont toujours incroyables. Il y a un peu plus de longueur du coup dans ce tome-ci. J'ai trouvé que par moment, on marche hyper longtemps, il y a le trajet pour aller à tel endroit. Mais, mais j'aime toujours autant. Donc je me suis procuré, hop, là j'ai le tome 3, j'ai le tome 4 qui est juste derrière. J'ai la suite, il n'y a rien qui me retient. Mais je vais les disséminer un petit peu pour pouvoir en profiter de cette saga. Et je te raconte bientôt la suite. Livre suivant, il s'agit d'un livre numérique que j'ai lu sur la liseuse
Donc c'est The Games Got Play, prononciation de Abigail Owen, que j'ai lu très très vite dans mes souvenirs. Je crois que j'ai lu en 2-3 jours, pas plus, alors qu'il y a quand même combien, il y a presque 700 pages, c'est énorme. Là on est sur j'ai vraiment aimé ma lecture. Franchement, il y a eu un effet très très page turner, etc. Vraiment envie d'en savoir plus. Là, on est vraiment sur... c'est pas encore une réécriture mythologie grecque, hein, mais on est en fait sur notre monde à nous, mais les divinités existent, sont toujours présentes. Et tous les 100 ans, chaque divinité du Panthéon, donc les 12 principales, choisissent un héros pour les représenter et concourir à des jeux. Et le gagnant de ces jeux gagne pour son dieu ou sa déesse, et ce dieu ou cette déesse va devenir le dieu principal qui va tous les gouverner pour les 100 prochaines années jusqu'au prochain jeu. Donc ça c'est vraiment c'est la règle, c'est comme ça. Et nous on va suivre Lyra qui va être choisie par Hadès pour être sa championne tout le long des jeux. Et Hadès d'habitude ne participe pas au jeu bien évidemment, et cette fois-ci il le fait, donc on fera les règles, etc. Les jeux sont hyper bien décrits. Vraiment, si tu aimes l'ambiance de compétition, de jeux un peu à la Hunger Games, etc., c'est vraiment ça. On a beaucoup de jeux qui sont vraiment détaillés, ils sont très intéressants, originaux. Dans ce sens-là, chaque jeu représente un dieu. Donc ça va être un petit peu tourné sur ces divinités-là, donc c'est un peu sympa de se dire ah oui c'est vrai que ça ressemble à un tel. Et on a l'évolution entre Lyra et Hadès qui va bien sûr, leurs sentiments vont évoluer, etc. Il y a une romance, hein, clairement il y a une grosse romance dedans. Ce que j'ai beaucoup apprécié je trouve dans cette romance, c'est qu'on a beaucoup de romances sur Hadès. Et là, Perséphone dans cet univers-ci est morte. Et j'ai trouvé ça très très bien décrit, la façon dont on nous dit que Perséphone et Hadès c'est vraiment the grand amour, etc. Et pourquoi du coup il va tomber amoureux de Lyra comme ça d'un seul coup. Et c'est bien écrit, je vais pas te raconter le pourquoi du comment, mais je trouve que ça a bien été tourné. Moi j'ai été contente là-dessus parce que je me suis dit ça y est c'est bon, là c'est pas Perséphone, c'est une autre, mais ça va être The Grand Amour aussi, pourquoi on supprime Perséphone comme ça. Mais c'est bien amené, c'est bien écrit, c'est bien justifié. Moi j'ai bien aimé. J'ai très hâte de lire la suite bien évidemment, puisque la fin c'est quand même un bon gros plot twist. Mais franchement, pour sortir d'une panne de lecture, en plus ce qui est très bien c'est que les chapitres sont très très courts. Quand même, donc on lit très vite un chapitre et on a envie de lire le chapitre suivant, on se voit pas les pages défiler comme ça. C'était une très bonne lecture franchement pour cet été. J'ai enchaîné avec un autre livre numérique, c'est Rosace et Dragons de Yelena, si je prononce bien, c'est Yelena. Alors là on est sur une cozy fantasy, je dirais. Alors on est dans un univers très différent du nôtre. C'est-à-dire que on est dans une ville qui s'appelle Arc en Flamme, et en fait dans cet univers-ci les dragons existent. Et à la naissance de chaque humain, on lui associe le dragon qui correspond à son jour de naissance. En fait, les humains et les dragons sont liés. Ce qui fait que tu te balades tout le temps avec ton petit dragon. T'as des dragons qui sont tout petits, des dragons qui sont énormes, des dragons qui crachent du feu, d'autres pas. Enfin, il y a plusieurs systèmes comme ça. Donc tu vis avec ton dragon. Ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que d'humain à ton propre dragon, tu peux communiquer.
mais un dragon ne comprend pas ce qu'un autre humain dit. Les dragons peuvent parler ensemble, les humains peuvent parler ensemble, mais tu peux parler à ton dragon, inversement, mais tu peux pas parler aux autres dragons des autres personnages. Donc ça, l'univers déjà est très sympa. C'était très mignon, les dragons sont très chauds, sont ultra présents. On va suivre du coup Karl qui est apprenti, comment ça s'appelle, vitrailliste, je pense, ouais, vitrailliste, parce que les vitraux sont très importants dans cette ville, dans cet univers, parce que c'est la lumière transformée qui évoque les flammes, qui évoque les dragons, etc. Donc ça fait partie du folklore de l'univers d'avoir ça. Et on va faire, c'est une espèce de petite enquête, parce que d'un seul coup il y a un dragon un peu étrange qui sème le chaos, qui mange tous les vitraux. Donc il mange les vitraux que le père de Karl fabrique, donc il peut savoir pourquoi. Il pense qu'il est un peu impliqué d'une certaine manière dans la création de ce dragon. Donc il va mener l'enquête avec son dragon et avec un autre personnage, une jeune femme qui a... donc on va vite découvrir que c'est la princesse qui s'est enfuie. Et on va avoir une petite romance entre ces deux-là, mais c'est vraiment très très léger. C'est plus du young adulte, avec, faut le lire pour l'ambiance. Et les blagues de Broadway, donc le dragon de Karl, sont à mourir de rire par moments. Un autre point fort pour ce livre-là, c'est la question de la tolérance et de l'acceptation, qui est très très bien décrite. On a vraiment des passages très forts qui expliquent qu'il faut s'accepter, c'est pas parce que les autres disent ça ou autre chose. Les messages sont très forts et très beaux, parce que un des gros points importants de la narration, c'est que d'habitude, un enfant masculin va être attribué à un dragon masculin et un dragon féminin à une personne féminine. Voilà, une femme. Et là, Karl est un garçon, c'est un jeune homme d'une quinzaine d'années, et son dragon Broadway est une fille qui adore le rose, qui adore les paillettes. C'est bien à fond dans le cliché, dans le délire. Et tout le monde dit oh mais pourquoi c'est bizarre, ils sont bizarres ceux-là, tout. Et non, ton âme sœur peut être n'importe quoi. Et on a de très beaux messages par rapport à ça. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire en étant jeune, au collège, parce que déjà c'est très drôle, c'est très sympa, l'histoire est vraiment bien, mais en même temps les messages sont beaux. Donc rien que pour ça, je le recommande, mais il y a aussi toute l'histoire autour qui est vraiment sympa. Ensuite, je me suis lu un petit livre policier, puisque je lis la saga Grand Détective de Anne Perry. Depuis moult années, j'essaie de m'en caser 2 par an pour avancer, parce que j'aime bien ces histoires-là. En fait, on est sur un policier sous l'ère victorienne. Donc au début, on a vraiment des histoires un peu bas-fond de la société, et après on monte un peu en grade, parce que le policier qu'on suit a été élevé dans une famille mondaine, donc il a les codes de l'aristocratie. On lui confie à lui des enquêtes qui traitent à ça, parce qu'il a le tact de parler aux gens de la haute société. Donc là j'en suis au tome 19 sur 32. J'ai lu celui sur Belfort Square. Je vais pas te raconter, c'est un petit policier. Dans cette ambiance là, on suit quand même les personnages qui évoluent, qui ont quand même beaucoup évolué depuis le début du livre, parce qu'au début du livre on rencontre Charlotte et Thomas, donc l'inspecteur, dans une enquête qui lie la famille de Charlotte, puis à la fin ils vont se marier, et puis on les voit s'évoluer, etc. Ils ont des enfants, petites bonnes. Moi j'aime bien, j'en lis de temps en temps, et ça me va très très bien. Toujours en numérique, A Not So Innocent Deal de Lynn Messina. Donc on est en
romance à l'anglaise, sur une romance historique. On est toujours sur du young adulte. Et donc on va suivre la famille Fellingham, donc Catherine, la jeune fille aînée. Elle a 21 ans, elle est toujours pas mariée, elle a déjà fait 3 saisons mondaines pour se trouver un parti, mais ça ne l'intéresse pas, les mondanités c'est pas son truc, voilà, elle aime pas. Il y a sa petite soeur qui fait son entrée dans le monde cette année-ci, et en fait sa famille, son père perd de l'argent au jeu, donc en fait ils sont dans une situation économique un peu précaire, et sa mère a voulu se lancer dans une grosse affaire de pot de vin en fait pour les, pour les militaires, les carrières militaires. Donc, bah, ça a été découvert. Donc Catherine, qui est la personne la plus mature de la maison, y compris les parents, prend les choses en main et se dit bah c'est tout, on va y remédier. Pour ça, elle va avoir besoin de l'aide de la meilleure amie de sa mère, qui était aussi impliquée, pour avoir des informations. Mais en fait, il y a un espèce de petit deal où elle veut qu'elle participe à une énième saison mondaine, et elle demande à un homme, donc c'est Lord Deveril, qui lui, bah, on lui demande de lui faire la cour. Donc il va faire la cour à Catherine. En fait, c'est un petit deal, un deal un peu comme ça. Voilà, elle se montre, il fait la cour et ça va régler les affaires. C'est un peu la base du truc. L'ambiance est très sympa, les personnages sont sympas à découvrir. C'est pas non plus révolutionnaire, hein. On passe un bon moment, c'est du young adulte, donc voilà, il y a rien, ils s'embrassent quelques moments. La tension entre les personnages évolue, il y a quand même des bonnes punchlines par moment, ce qui est sympa. Ouais, on passe un bon moment, les personnages sont sympas mais pas non plus très poussés, ça reste un petit roman one shot je pense. Le problème est quand même assez vite résolu. Le point positif, enfin le gros point de plus, c'est la relation entre les frères et sœurs. Il y a vraiment un gros soutien comme ça dans la fratrie, ce qui est très appréciable, donc ça pose des bonnes valeurs, mais c'est pas non plus révolutionnaire pour une ado à lire. C'est un très bon livre. Après voilà, en étant adulte, il y a des choses un peu plus poussées. Ça c'est tout pour les livres numériques. Maintenant on va passer, je me suis refait encore 3 livres. En fait j'ai repris ma lecture de Aston to the Villain. Donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2 l'année dernière sur liseuse. Et cette année bah, je les ai achetés en papier. Donc j'ai recommencé avec, j'ai relu le tome 1, j'ai relu le tome 2 et j'ai fini il y a 2 jours je pense, le tome 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que je refais un résumé général de la saga? Oui. On va suivre... on est dans un univers un peu de contes, voilà, de fantasy. Et on va suivre Evie qui va devenir l'employé du vilain. Donc le vilain du royaume qui sème le chaos, la terreur, etc. Elle va devenir voilà, son assistante, va avoir un job et elle va s'occuper de toute la paperasse pour lui. Donc on a voilà, cette ambiance très décalée dans le bureau du vilain. On découvre que le vilain n'est pas forcément si vilain que ça, qu'elle est amoureuse du vilain. Voilà, on a un énorme slow burn dans tous les tomes qui conclut une très très bonne évolution. La fin du tome 3, on est assez content, même si la dernière période on est moins content, mais à un moment donné on est rassasié, on va dire. Le premier tome est très joyeux, j'ai envie de dire. On a vraiment, dans tous les tomes, tous les personnages sont hyper intéressants, sont très sympathiques. Voilà, il n'y a pas que
Evie et le vilain. Il y a aussi les autres acolytes, la petite sœur d'Evie aussi. Et on a vraiment une grosse, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une grosse évolution entre tous les tomes. Dans ce tome-ci, on a vraiment Evie avec un optimisme à toute épreuve, qui est amoureuse de son patron, qui va tout faire pour lui et qui est quand même très optimiste, très rayonnante, très joyeuse par rapport à ça. Le vilain, on sent que sa coquille commence un peu à s'effriter et qui commence à tomber sous le charme d'Evie. Dans le deuxième tome, on sent un peu une bascule où on se rend compte que tout le monde n'est pas forcément soit gentil, soit méchant, ça dépend de ce que tu fais. C'est pas parce qu'on dit que tu es méchant que tout ce que tu fais c'est méchant, et que c'est pas non plus parce qu'on dit que tu es le gentil que tout ce que tu fais est gentil. C'est très nuancé dans ce tome-ci, et on se rend compte qu'Ellie commence à se poser beaucoup de questions. On est un peu sur un point de balance comme ça. Est-ce qu'elle reste 100% gentille, ou est-ce qu'en fait elle sait faire aussi parfois des choses mauvaises pour aider, pour les gens qui lui sont chers ou pas. Dans le tome 3, c'est encore plus marqué parce que là on se rend compte que Evie a changé, elle a grandi, elle a mûri. Tout ce qu'elle a vécu de bien comme de mal, il y a des choses mal aussi qui se passent, on en apprend sur son passé au fur et à mesure, sur sa vie. Ça la forge, ça la construit, ça la nourrit pour devenir celle qu'elle est dans ce tome-ci. Et cette évolution est très très intéressante, très bien faite. Voilà, je pense que là, j'ai une bonne vision sur les 3 tomes. La lecture est vraiment bien, j'ai hâte d'avoir la suite, franchement, mais tous les personnages évoluent à leur rythme de plus ou moins marqué, mais tous évoluent. On a aussi de plus en plus de points de vue en fonction des tomes. Dans le premier, on a vraiment que le point de vue de Evie et du vilain. Dans le deuxième, on commence à avoir des points de vue sur les autres personnages, sur Rebecca et sur Blade aussi. Je crois que c'est tout, donc là on a 4. Ah, peut-être aussi la sœur du vilain aussi, on va avoir 1 ou 2 points de vue par rapport à elle. Là on en a encore plus. On a le point de vue de Kingsley qui est très intéressant aussi. Et tout se complexifie en fait au fur et à mesure des tomes, que ce soit dans la construction, dans les personnages, dans la lecture en elle-même. C'est très très bien ficelé, et ouais, franchement, je sais pas s'il y aura 4 ou 5 tomes, aucune idée, mais j'ai très très hâte d'avoir la suite, et vraiment j'espère qu'on l'aura assez vite parce que j'ai envie de l'avoir. Je pense vraiment quand j'aurai le tome 4, je referai la lecture du tome 3 avant de reprendre le 4 comme ça. Je pourrais vraiment me remettre dans l'ambiance, peut-être pas tout reprendre à partir du tome 1, même si je sais pas. Donc voilà, en plus ils sont magnifiques, donc franchement on a juste envie de les lire et de les relire et de les exposer. La vidéo t'aura plu, j'espère que le son est pas trop faible. C'est vrai que j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai pas parlé aussi fort que d'habitude. Là c'est les vacances, donc à mon avis la prochaine vidéo sera dans 2 semaines. Je vais essayer comme ça de tourner quelques vidéos d'avance pour que tu aies une vidéo tous les 15 jours pendant que je suis partie en vacances, parce que j'aurai pas l'occasion de tourner ni même de lire énormément. Donc on se retrouvera fin août pour le bilan de mes lectures d'août, et là sur fin juillet. Mais pareil, je sais pas, à mon avis il n'y en aura pas plus que là. J'ai beaucoup lu en juin, mais là en juillet, au final j'ai lu un livre je crois là sur les 15 premiers jours. J'en ai un autre qui est bien avancé parce que j'avais des lectures en parallèle, mais je l'ai pas fini, donc on verra bien. Pareil, j'ai pas fait la vidéo sur les sorties qui me tentaient pour le mois de juin. Je sais pas si je la fais ou pas. Je vais peut-être éventuellement attendre la semaine prochaine peut-être pour faire
juin et pour faire juillet, août. Comme ça j'aurai déjà les livres qui sont sortis en juillet, quelques-uns d'annoncés en août. De toute façon généralement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lectures très intéressantes juillet-août qui sortent. Donc on fera peut-être ce système-ci pour combiner un peu les deux. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.